Bonjour. JPP, je respire plus, emoji qui psy. Bonjour, je suis... Monsieur sans pseudo, l'idole des petits et des grands. Vous m'avez sans doute déjà vu dans les films tels que Il faut sauter le solarium ou Orange Mécanique. Aujourd'hui, nous allons commencer par prendre une voix normale, voilà. Voilà. D'après Wikipédia, notre meilleur ami quand on avait un exposé à faire au collège, la science-fiction est un genre structuré par des hypothèses sur ce qu'aurait pu être Le passé, le présent et le futur tel quel. La science-fiction, c'est quand même relativement cool, hein. Mais bon, on est là pour développer un peu plus. Sulus. Bien qu'elle nous place dans des cadres différents de notre réalité, la science-fiction y fait référence et c'est un moyen qui a été utilisé à maintes reprises pour dénoncer des problèmes réels. La SF puise généralement dans notre propre histoire, souvent la Seconde Guerre mondiale, comme le D-Day de Edge of Tomorrow. C'est l'occasion, sans y faire directement référence, de dénoncer les atrocités qui y ont été commises. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en pleine reconstruction avec l'aide, ou plutôt la domination, des États-Unis qui occupent l'archipel, ce qui résulte d'une américanisation de la culture nippone. Le western et la science-fiction, genre en vogue aux US, arrivent sur l'île. Dès la fin de l'occupation, le Japon commence à utiliser la SF comme exutoire du traumatisme causé par le conflit, et notamment celui causé par la bombe. C'est ainsi que naît en 1954 Godzilla, le monstre du film de Ichiro Honda qui, réveillé par les essais nucléaires, Ta mère l'uranium. sème la terreur et les flammes dans la ville. Godzilla et la peur de la bombe continueront de hanter la SF japonaise dans les décennies qui suivirent, comme dans le premier arc de mon animé préféré. Uchu Senkan Yamato est un des piliers de la Japanimation et de la SF japonaise. Il est aux Japonais ce que Star Wars est aux Américains. Un space opéra connu de tous ayant connu diverses suites et adaptations depuis plus de 40 ans sur différents médias, avec une notion de cycle et de reboot. Créé par Yoshinobu Nishizaki et mon mangaka préféré Leiji Matsumoto, Yamato est le premier animé à s'étendre sur plusieurs arcs divisés en films et saisons, la saga originale s'étendant de 74 à 83. Dans le premier arc, la surface de la Terre est inhabitable sous l'effet des radiations provenant des bombardements atomiques causés par les Gamilas, peuple faisant ironiquement référence au Troisième Reich dirigé par l'Arien ultime, l'empereur blond à la peau bleue Abelto Dessler. Toutes les personnalités nazies y passent, de Göring qui devient Gelu, au général Rommel, le renard du désert, qui devient ici le général Dommel, le loup de l'espace, qui se donnera la mort lors de la Rainbow Star Cluster Battle. Bataille la plus épique, tout animé confondu, faisant écho à celle où le véritable Yamato périt en 1945. Oui, j'ai dit qu'il est mort car le Yamato est un personnage à part entière, bien qu'il ne possède pas d'âme comme l'Arcadia. Il était lors de la Seconde Guerre mondiale le symbole de la puissance japonaise. Et encore aujourd'hui, les Japonais ont un respect quasi religieux envers ce navire. C'est pourquoi regarder cet animé devait être particulièrement fort à l'époque. Surtout que les gosses qui regardaient pouvaient très bien avoir un oncle mort à bord du Yamato à peine 29 ans auparavant. En ne faisant pas référence qu'à un seul belligérant, Uchu Senkan Yamato n'accuse pas uniquement les Américains, mais toute la Seconde Guerre mondiale. On apprend ainsi que la guerre contre les Gamilas a en réalité été déclenchée par les humains, et plus précisément des Japonais. Et ces derniers sont blâmés d'avoir utilisé l'énergie envoyée par Iskandar pour en faire une arme de destruction massive, bien que ce soit pour se défendre. Le simple fait d'en posséder une est une faute. La destruction est la même, qu'elle nous soit infligée ou qu'on l'inflige à l'ennemi. Le Yamato fait ici presque office de figure christique, attendu comme notre sauveur, et condamné à mourir et à ressusciter encore et encore pour sauver les hommes en payant de sa chair leur péché de destruction. On continue sur Matsumoto avec le célèbre borgne défendant son territoire contre ceux qui voudraient s'y installer. Jean-Marie Le Pen ? Mais non, Harlock. Waga Seishun no Arcadia est l'un de mes films d'animation préférés. Réalisé en 82 par Tomoharu Katsumata, il reprend le contexte de la France occupée, la Terre ayant été vaincue par les Illumidas. L'action se passe ironiquement en Allemagne, dans la ville d'Heiligenstadt. On y retrouve tout, des radios résistantes, des maquisards exécutés contre le mur par des collabos, et même des tickets de rationnement. Mugen Kido SSX, la série qui fait suite au film, montre les humains rassemblés dans un stade pour y être exécutés, référence directe à la rafle du Val d'Ive.
Même si les nazis sont clairement pointés du doigt, le passage en Suisse lors de la Seconde Guerre mondiale montre que les alliés ne valent pas mieux. Passons à mon deuxième animé préféré, ex aequo avec Death Note. Et me demande pas de choisir. Sorti comme son nom l'indique en 78, Albator 78 se déroule en 2978, exactement 1000 ans plus tard, pour que le spectateur se sente plus concerné par cette transposition de notre société de consommation, dirigée par un premier ministre qui me fera toujours penser à François Hollande. C'est exactement lui, même sa façon de parler, il lui manque juste la petite Hitler-stache. Dans cet animé, les hommes sont paresseux. Ils continuent à se complaire dans une oisiveté béate, tels leurs ancêtres les rois fainéants. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. La technologie leur a paralysé l'âme et le cœur. Ils n'ont plus besoin de travailler car tout est automatisé et distribué gratuitement, ce qui résulte d'une société basée uniquement sur les loisirs et l'hyperconsommation, en dépouillant d'autres planètes sans se soucier de conserver des ressources pour les générations futures. La télévision sert à bêtir la population pour la maintenir sous contrôle. Le gouvernement lui-même étant déjà abruti par ce système, les réunions des ministres consistant à regarder le PMU ou des matchs de baseball avec des meufs à moitié à poil, et le golf étant plus important que la sécurité nationale. Alors forcément, l'anime est adapté du manga. Mais faut avouer qu'une série télé qui critique la télévision, c'est couillu. On a là une œuvre visionnaire traitant de sujets novateurs pour l'époque et qui présente un monde qui semble de plus en plus proche du nôtre. Pour finir, on pourra citer l'œuvre majeure du maître, Ginkatetsu no Srinain. Quand je dis que c'est mon mangaka préféré, j'exagère pas. Où les riches ont mécanisé leur corps pour devenir plus forts et obtenir l'immortalité, chassant pour le plaisir les pauvres vivant dans la misère des bidonvilles, car ils les considèrent comme des animaux inférieurs. Cette œuvre qui réfléchit au sens de l'immortalité est également visionnaire. On sait que modifier son corps sera permis par la science, mais que seuls les plus riches pourront se l'offrir et modifier leurs enfants avant même la naissance pour les rendre plus forts et plus beaux, creusant un écart physique entre les classes sociales. Tout cela pourrait arriver un siècle après la sortie du manga. Pour en finir avec les œuvres dénonçant notre histoire, impossible de faire l'impasse sur Star Wars, qui est quand même, au cas où il y en aurait qui auraient pas capté, l'histoire d'un chancelier élu chancelier suprême après avoir ligué son peuple contre un ennemi commun, les communes / séparatistes, afin de prendre le contrôle de l'armée avec laquelle il effectuera le génocide d'une religion dont le nom des pratiquants commence par J-E, tout en se proclamant empereur, transformant la République en dictature. Il est amusant de voir qu'outre le fait que Rogue One fasse référence à nos conflits du Moyen-Orient, les Américains ayant ici le rôle des envahisseurs se proclamant gardiens de la paix, le film de Gareth Edwards fait aussi visuellement référence au Vietnam. Bouclant la boucle, car Star Wars était également contestataire de ce conflit, George Lucas ayant réalisé Star Wars car Francis Ford Coppola prit sa place à la réal d'Apocalypse Now. La boucle est bouclée. Les deux bonhommes finirent par travailler ensemble sur Captain EO, un film avec Michael Jackson qui danse, diffusé en 3D à Disneyland. Le truc qui a le moins de rapport avec le Vietnam au monde. La SF a permis de pas mal taper sur les États-Unis. Pétale, cousin. On commence avec Iron Sky. Le meilleur film indépendant du monde. Déjà parce que... It's alive. Iron Sky est un film du finlandais Timo Vuorensola, sorti en 2012 et se déroulant en 2018, dans un monde où Sarah Palin est présidente des États-Unis. Pour elle, seule sa réélection compte et elle apprendra avec joie l'attaque nazie lancée depuis la Lune, car les présidents ayant remporté des conflits sont plus susceptibles d'être réélus. Si cette attaque est organisée par les dirigeants nazis qui sont de gros connards, la population vivant dans la base est pacifique et n'était pas au courant de cette dernière. Le personnage principal du film est Renate Richter, une professeure nazie enseignant les valeurs du régime qu'elle croit juste, pensant que les nazis seront les sauveurs d'un monde corrompu. Le monde est souffrant. Mais nous, on est les médecins. Nous sommes le cadeau tout à la fois de Dieu et de la science. La présidente reprendra mot pour mot son discours nazi pour sa campagne et fera un carton. Les civils n'ont pas connaissance des horreurs commises par les nazis autrefois, car ils sont éduqués dans la propagande. Quand Renate montre un montage de The Great Dictator modifié afin de faire paraître Hitler bon, Contre les mains sages et bienveillantes du Führer. Il y a un truc qui sonne faux dans cette phrase. elle-même y croit, car elle a grandi avec cet enseignement. Ceux qui ont créé cette propagande étant morts depuis, tout le monde sur la base pense que les nazis sont les gentils,
Et les Américains atomiseront sans pitié tous ces civils après avoir découvert la base. Et lorsque la flotte terrienne découvre les ressources d'hélium-3 de la base, les Américains veulent s'en approprier la totalité. Ce qui déclenche une lutte à mort entre les vaisseaux et les dirigeants de chaque pays, le film se concluant sur l'anéantissement du monde par guerre nucléaire entre les États. Une fin référençant clairement Dr Strangelove, puisqu'une autre scène y fait une allusion très claire. Tout comme dans cette uchronie de Stanley Kubrick, on se moque ici de nos gouvernants et de leurs bêtises, leur folie, et comme on le voit dans le War of the Worlds de Spielberg, on ne se bat pas contre l'envahisseur, mais contre nos semblables pour leur prendre leur maigre bien. La bestialité humaine reste la même. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Malgré qu'Iron Sky soit un excellent film qui gère très bien son faible budget, avec une director's cut intitulée Dictator's Cut, talonnant les vrais blockbusters alors qu'il n'a été réalisé que grâce à des dons sur internet, et malgré le fait qu'il soit hilarant, et le seul film à ma connaissance à référencer un mème internet, Toutes les personnes qui ne sont pas chefs de département, sortez d'ici. Iron Sky est un échec critique. Il faut croire qu'aujourd'hui les gens sont complètement coincés et n'ont pas de second degré. Les Américains aiment être les héros de l'histoire et n'apprécient pas qu'on s'y moque d'eux. C'est pourquoi Mars Attacks, où l'armée américaine est ridiculisée et où le président se fait planter le drapeau alien dans le bide, a fait un bide. Face au Independence Day de Roland Emmerich, où l'armée se bat courageusement jusqu'au bout avec à sa tête le président américain lui-même. Today, we celebrate our Independence Day. Perso, je pense qu'il y avait une part d'ironie dans ce film, un peu comme dans Starship Troopers, sorti 2 ans plus tard, où Paul Verhoeven calque un plan de propagande de l'armée US sur celui du Triomphe de la Volonté, célèbre film de propagande nazie avec des vêtements et des emblèmes, rappelant également ceux de l'armée du moustachu pour pousser le dénigrement le plus loin possible. Restons dans la SF à faible budget avec District 9, film de Neil Blomkamp qui, sous couvert de parler d'extraterrestres, traite de problèmes qui, en tant qu'habitants du nord de la France, paraissent tout de suite concrets, d'autant plus que le film est filmé de manière documentaire. Ces extraterrestres bloqués sur Terre sont ainsi confinés dans des bidonvilles dans lesquels ils vivent dans des conditions déplorables et d'où ils sont expulsés par les forces de l'ordre qui n'hésitent pas à leur infliger de mauvais traitements. On peut le rapprocher d'Elysium, réalisé 4 ans plus tard par le même cinéaste, qui nous pondra également Chappie en 2015. Les forces de l'ordre sont également critiquées dans Minority Report, où Spielberg adapte à l'écran une œuvre de Philip K. Dick, auteur qui inspire également Total Recall et Blade Runner. Dans Minority Report, les forces de police sont capables de prédire les crimes avant même qu'ils ne se produisent, et arrêtent ainsi des individus qui ne sont même pas concrètement des criminels, posant le problème de savoir si le futur est immuable ou soumis à notre libre arbitre. À la manière du Clockwork Orange de Kubrick, où l'on conditionne les criminels afin qu'ils ne commettent plus aucune violence par répulsion envers elles, même pour se défendre. Les gouvernements sont également dénigrés dans le Children of Men de Cuarón, où les immigrés sont traqués dans une Angleterre qui n'est pas sans rappeler l'Angleterre fasciste de V for Vendetta. Les futurs dystopiques présentant l'avenir sombre de notre société sont fréquents en science-fiction de nos jours. Le film français Ares, sorti l'année dernière, en est un autre exemple. Patrick Bénès y traite à la fois de pollution, de dopage, de chômage et de violences commises lors de manifestations prenant place dans une France appauvrie par le surendettement. Pour finir, je citerai ma seconde série française préférée après Kaamelott, Le Visiteur du Futur, la web-série humoristique de François Descraques, réalisée avec les moyens du bord mais qui n'en dénonce pas moins des problèmes concrets pour notre avenir, principalement au niveau écologique, avec des personnes refusant de renoncer à des plaisirs personnels en sachant que ceux-ci seront pourtant la cause de catastrophes détruisant toute vie sur Terre par effet papillon. Pense à tous ces enfants du futur qui pourront, grâce à toi... Je les emmerde les enfants du futur, moi. Ah, pardon ? Enfin, parlons de Stalker, sorti en 1979, ce film soviétique de 2h43 sans aucun effet spécial, du réalisateur Andrei Tarkovsky, est adapté du livre Pique-nique au bord du chemin des frères Strugatsky. Le Stalker y est un passeur, permettant à ceux qui le désirent de se rendre dans la zone, endroit mystérieux gardé par l'armée, où se produisent des phénomènes étranges suite à la pollution de la zone par des extraterrestres repartis aussitôt de cet endroit où la nature reprend ses droits, tranchant avec le monde urbain froid, en passant du noir et blanc à la couleur pour nous montrer ces lieux rappelant Tchernobyl. Ainsi, la SF revêt tantôt un rôle de rappel et tantôt un rôle de mise en garde. Ce qui, après tout, revient à peu près au même, car, comme on dit,
l'histoire se répète. Always the same. Je n'ai cité ici que des œuvres que je connaissais déjà et que j'apprécie, mais les œuvres de SF dénonçant des problèmes réels sont nombreuses, et il en existe bien d'autres. La science-fiction permet de contourner la censure, en évoquant notre propre monde au travers d'un univers en apparence fantaisiste, nous permettant de nous évader. À la fois si singulier et si familier. Et ça, c'est beau.